Bonsoir à tous. On continue cette soirée de pronostics avec les pronostics sur l'UE2 en droit des sociétés. Avant les pronostics, on va commencer par quelques conseils et on enchaînera donc sur la partie pronostics que vous attendez tous. Alors, un bref tour du programme. Sur le programme, vous savez tous que ce programme est en 6 parties. Une partie sur les notions fondamentales et communes, alors que vous avez tendance à laisser de côté et qui ont toute leur importance. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Ensuite, partie 2 sur les principaux types de sociétés. La partie 3 sur ce qu'on appelle l'ESS, l'économie sociale solidaire, où on trouve les associations et les sociétés coopératives notamment. La partie 4 sur les autres types de groupements. La 5 sur les entreprises en difficulté, prévention et traitement. Et la partie 6 sur le droit pénal des affaires. Ça, c'est pour le programme. Oui, bonsoir à tous. Pardon, je n'avais pas ouvert le chat, du coup, je vous vois maintenant. Bonsoir à tous. On va présenter l'examen. Alors, pourquoi je présente l'examen? Surtout pour vous expliquer comment ça s'organise et le temps que vous avez en réalité pour répondre aux questions. Ça me paraît important pour que vous puissiez programmer tout ça et évidemment bien vous en sortir sur la totalité des documents et des questions qu'on vous pose. Alors, ça se présente sous 3 formes. En général, plutôt des situations pratiques, mais en réalité, à l'intérieur de tout ça, on a tout le temps des questions de cours et tout le temps des documents qui sont à commenter. Alors, pas sous la forme d'un commentaire au sens strict, mais on verra que les documents, c'est vraiment un moyen de gagner des points et on va voir comment gagner des points puisque c'est quand même notre objectif. L'examen est en 3 heures en 3 heures et on a en moyenne 7 à 9 questions de cas pratiques, 2 3 questions de cours et questions sur un document. Donc, ça nous fait en général à peu près 12 questions réparties en 3 4 dossiers. Alors, une année, on a eu 5 dossiers, mais il fallait en choisir un entre le dossier 4 et le dossier 5. Donc, ça peut être un peu perturbant. Mais en tout cas, voilà, le maximum, c'est 3 ou 4 dossiers qui se suivent, mais on peut les traiter séparément. Et si on fait le calcul, eh bien, le temps de lever les yeux, relire un peu, etc., eh bien, ça vous compte à peu près 13 minutes par question. C'est relativement large et j'insiste sur ça parce que vous avez tendance d'expérience à sortir plus tôt. En réalité, ce temps est important parce que vous avez aussi tendance à avoir une petite flemme de rédaction et c'est ce qui vous coûte beaucoup de points parce qu'on va voir quand même qu'en droit, il y a des mots qui sont attendus et c'est important de ne pas laisser la flemme prendre le dessus. En termes de matériel, eh bien, montre, stylo, c'est tout ce que vous pouvez prendre avec vous, pas grand-chose. De quoi en tout cas. Alors prenez plusieurs stylos, j'aurais dû mettre un S, parce que il m'est arrivé d'avoir des étudiants qui, au bout de 3 stylos, avaient encore des problèmes de stylo. Donc prenez plusieurs stylos. Et des stylos, bien sûr, qui marquent bien, parce que vous savez que les copies sont scannées, donc il faut qu'on puisse lire et voir. Et pour corriger beaucoup de copies scannées, c'est essentiel qu'on puisse bien lire vos copies. Donc voilà, il faut prendre un stylo qui marque bien. Toujours en termes de conseils, c'est donc ce dont je vous parlais à l'instant, l'importance des mots-clés dans la notation. C'est-à-dire qu'on attend de vous certains mots. Alors attendez, je regarde le chat en même temps. Bonsoir, est-ce que lors d'une question précise, on doit énumérer toutes les règles de droit? Et oui, bien sûr. Sur une question, on doit énumérer toutes les règles de droit. Alors, la technique en droit, c'est la technique qu'on appelle celle de l'entonnoir. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure, mais par exemple, si on vous pose la question sur y a-t-il une procédure particulière à suivre, ça appelle souvent les conventions réglementées. Quand on appelle les conventions réglementées, on attend de vous de quand même définir ce qu'est une convention libre et une convention interdite. Libre, interdite, réglementée. De toute façon, pour définir la réglementée, vous avez besoin de définir la convention libre. Donc, vous devez en effet énumérer toute la règle de droit. Maintenant, il ne faut pas non plus partir à côté. Voilà, l'essentiel, c'est de répondre à la question posée. Donc, si c'est plus simple pour vous de répondre de la manière la plus proche à la question et que vous le faites bien, je préfère que ce soit proche et que ce soit pas n'importe quoi et que ça parte pas dans tous les sens, plutôt que d'essayer d'aller trop loin et de pas y arriver. Donc, oui, quand on énumère une règle de droit, et c'est bien de l'énumérer en entier. Toujours sur cette copie, alors ça peut paraître idiot, mais c'est très important.
de faire attention au poids de la copie, ce que j'appelle le poids de la copie. Écrire pour écrire, ça ne sert à rien. Il faut que cette copie, elle soit organisée, qu'on n'aille pas chercher des choses qui vont épuiser votre correcteur pour rien, parce que les correcteurs, il faut bien se dire qu'ils corrigent un certain nombre de copies, et bah, il faut se mettre dans la tête du correcteur. Donc, on fait une jolie présentation, on évite que la copie soit sale. Je ne parle pas d'une jolie écriture, ça, ok, on n'écrit pas tous très bien. Moi, la première, je n'écris pas super bien, c'est pas le sujet. En revanche, une copie qui soit propre dans la présentation, pas raturée de partout, et avec des sauts de ligne. Si tout est serré, collé, ça donne pas envie de lire. Dites-vous bien que de l'autre côté, il faut donner l'envie de lire. Et ça a l'air bête, mais ça joue quelque part dans la notation. On évite les abréviations, les choses qui ne seraient pas lisibles pour le correcteur. Alors, j'ai envie de dire, on fait attention à l'orthographe, c'est pas toujours votre dada. On fait attention à l'orthographe, d'où l'intérêt de se relire après. Pourquoi? Bah, parce que, en fait, moi, en tout cas, quand je suis concentrée sur les fautes d'orthographe, je suis pas concentrée sur autre chose. Donc, ça veut dire qu'on vous lit mal. Donc, ça, c'est important. Et on simplifie la vie et la lecture du correcteur. Je vais vous donner tout de suite un exemple de bonne copie qu'on a anonymisée, mais de bonne copie d'une étudiante de l'année dernière de Fishben pour essayer de vous expliquer des choses. Je vais y revenir tout de suite pour vous montrer justement ces notions-là. Avant ça, juste, quand je reçois le sujet, eh bien, comment je le traite? Je lis l'intégralité du sujet. Pourquoi? Parce que c'est censé me rassurer, si j'ai bien travaillé. C'est censé me rassurer, et si j'ai bien écouté les pronostics, parce que je vais essayer de vous donner des conseils concrets pour gagner des points. Voilà. Et puis, bien sûr, ça va commencer à me faire imprégner sur quoi ça tombe, etc. Je relis idéalement avec un stabilo. Pourquoi? Là encore, je me rassure. Cas pratique, question de cours, je regarde quelles sont les questions simples dans une couleur. Une autre couleur, qu'est-ce qui me parle, mais peut-être il faut que j'y revienne. Et en rouge, si ça me dit rien, ça me dit rien. J'y reviendrai peut-être, mais c'est pas grave. Je me stresse pas sur ce qui me dit rien du tout. Mieux vaut en faire moins, le faire bien, que tout bâcler. Ce que vous disiez par rapport à ce qu'on doit énumérer toutes les règles de droit, oui, c'est mieux de faire bien et d'en faire moins que d'essayer de tout faire et de tout bâcler. Vous n'aurez pas de points. Bien sûr, on essaye aussi de regarder le nombre de points attribués. Voilà, on sait que sur certains sujets, la scope, l'association, peut-être on va avoir 3 ou 4 points, mais on n'aura pas 8 points, à mon sens, d'un dossier sur la société coopérative. Donc, on essaie quand même de regarder tout ça pour voir là où on peut gagner des points. Je reviens sur les différentes questions juste après. Je vais vous montrer un exemple de bonne copie pour vous expliquer ce qu'il en est et ce qu'on recherche et comment les choses ont été mises. Alors, cette étudiante qui, vous avez pu le voir, a eu 16,75, qui est une très bonne note, on peut le dire. Étudiante donc l'année dernière chez Fishben. L'année dernière, vous vous rappelez, c'était SAS Transformation et on avait une petite SCA pour la forme. Alors, regardez. Première chose, j'ai essayé de vous mettre en rouge. C'est moi qui ai encadré en rouge, hein. Elle a juste souligné, c'est déjà pas mal. Elle a bien présenté les choses. Elle nous dit qu'on est dans le dossier 1. Alors, ça a l'air bête, mais moi, parfois, avec les copies d'étudiants, je recherche partout où est-ce que c'est le dossier 1, où est-ce qu'elle est la question 1.3 qui a été mise à la fin du dossier 3. Ça, c'est l'enfer pour un correcteur. Et ça donne pas envie de donner des points honnêtement. Et dites-vous bien qu'ils en ont rien à faire. Ils ont envie de vous donner des points ou pas. Ils n'essayent pas de se dire, attention, celui-là, il joue son examen. C'est pas le sujet pour eux. C'est bien fait, on met des points. C'est pas bien fait, on se pose pas de questions. Donc, peut-être j'exagère un peu, mais voilà, c'est important. Cette règle de droit, vous voyez, elle a écrit règle de droit et elle l'a soulignée. Essentiel. Comme ça, je dis au correcteur, ici, c'est la règle de droit. Alors, elle nous met des mots-clés. Le président, on va venir sur cette question qui tombe tous les ans. Le président, alors là, c'est la SAS, on le verra pour les autres formes, dispose des pouvoirs les plus étendus pour engager la société, dans la limite des clauses statutaires et des pouvoirs des autres organes. Vis-à-vis des tiers de bonne foi, la société est engagée dans les actes entrant dans l'objet social, ou même mort, alors c'est pas tout à fait juste, mais c'est pas trop mal. Les clauses imitatives de pouvoir sont inopposables au tiers, elle met les mots qu'on attend. Et ça, c'est important. Dans les rapports avec les associés, vis-à-vis des associés, c'est ce qu'on attend aussi quand on est sur les pouvoirs. Il engage sa responsabilité, et elle nous met la règle. Ça, c'est essentiel. Et après, elle nous met, alors il aurait fallu qu'elle saute une ligne pour la perfection, mais elle a rajouté un petit mot ici, en l'espèce, et elle le souligne, elle dit au correcteur, attention ici, je suis dans l'espèce, elle respecte la méthode et elle le montre l'embauche, et elle met en conclusion, c'est pas une obligation, mais pourquoi pas, elle répond à la question de droit qui était posée. Ça, c'est essentiel.
Avant ce travail-là, bien sûr, il faut avoir compris la question posée et ça, on va le revoir après. Ensuite, elle refait pareil. Et là, on est sur les conventions réglementées. Elle nous le dit. Première phrase, elle attaque. Relève des conventions réglementées, paf, paf, paf. Et elle met des traits. Comme ça, c'est plus facile à lire. Un gérant, un actionnaire de 10%, une société qui contrôle. Elle facilite la lecture. Essentielle. Je vous ai parlé des réglementés. C'était la question, ça posait sur les réglementés. Elle nous rajoute les libres et les interdits. Elle y va vite fait, mais c'est pas grave. Elle le fait. On répond en entonnoir entonnoir pour que le correcteur, voilà, se rende compte que vous avez bien compris ces notions. Donc, elle nous définit tout ça pour finir par en l'espèce, avec le petit saut de ligne dont je vous parlais tout à l'heure, et elle nous met en l'espèce, pap, pap, pap. Elle nous parle des commissaires aux comptes, elle nous met les deux règles, avant 2020, début 2024 et après début 2024, et elle conclut très bonne manière de faire pour que ce soit encore une fois très clair. Et vous voyez ici, on est sur une écriture qui a rien de transcendant, mais c'est propre et c'est bien présenté. Ensuite, on arrive sur une question de droit pénal. Là aussi, droit pénal, tous ceux qui ont été en intensive avec moi, vous le savez, la réponse, elle est simple et basique. Déjà, on va le voir, mais sur toutes les années où on a eu du droit pénal, très très souvent, c'est l'abus de biens sociaux qui ressort. Abus de biens sociaux, je mets toujours élément légal, élément matériel, élément moral. Et ici, c'est très clair. Elle respecte la règle. C'est ce qu'on attend. Constituer une infraction pénale, c'est prouver ces trois éléments. Elle le fait. Nos trois éléments. Elle nous dit la sanction. Très bien. La sanction, les trois quarts du temps, c'est 3 ou 5 ans et 375 000 euros d'amende. Elle nous le dit. En l'espèce, qu'est-ce qu'il a fait? Paf, paf, paf. Elle recopie ce qui se passe dans les faits. Et elle conclut, il y a ou il n'y a pas d'abaisse. Autre point que je voulais vous montrer sur cette copie, quand on a des documents, je vous ai dit, les documents, c'est un cadeau, et ben on le met. Alors ici, elle l'a pas mis au bon endroit. Elle l'a mis dans l'espèce. En réalité, les documents doivent apparaître dans la règle de droit. C'est plus logique. Mais c'est pas grave. Si déjà vous vous en servez, c'est bien. Alors on va revoir rapidement l'arrêt de Cour de cassation, mais arrêt de Cour de cassation, c'est la solution à ma question. Donc, je ne peux pas avoir une mauvaise note à ça parce que dans cet arrêt de Cour de cassation, j'ai ce qui me permet de répondre à la question. Ici, on était sur la révocation ad nutum, très bien, paf, j'ai un arrêt de Cour de casse, j'apprends à le lire, je le lis bien. Ça, on l'a fait aussi en intensive, hein, comment bien lire un arrêt rapidement. Donc, tout ça, on a pu le voir chez Fishben et donc, je lis cet arrêt, j'utilise la règle de droit et ça me permet de répondre et d'avoir les points. Autre point que j'ai relevé, là pareil, on parle du cumul mandat social, contrat de travail, ligne tirée, rémunération fonction distincte, on peut le mettre ensemble, travail effectif, lien de subordination, c'est les mots qu'on attend, clac, 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 la règle est énoncée. Donc vous voyez ici, on n'a pas besoin d'une règle de droit ultra précise, on n'attend même pas des articles, on attend juste quelque chose de clair et précis. Enfin, la transformation. Alors, beaucoup, l'année dernière, ont eu peur de ces affaires de transformation parce que c'était une SCA, mais en réalité, quand on comprend comment ça marche, c'est pas très compliqué. Euh, et souvent, enfin, ça arrive fréquemment, on vous demande de faire un schéma et là, vous le faites pas. Et ben, elle l'a tenté, elle a fait ce schéma, voilà, qui est plus ou moins juste, mais peu importe. Elle a fait ce schéma et elle s'est essayée à ça pour ne pas perdre de points, essayer d'en gagner. Donc, vous voyez ici, dans l'ensemble, ah oui, et dernier point, pardon, document 3 qu'elle utilise. On avait de mémoire trois documents, un arrêt de cour de casse, des statuts qu'elle a utilisés et un document 3 qui précisait pourquoi la SCA, c'est une forme peu adoptée, etc. Elle recopie. Comme indiqué dans le document, c'est ce qu'on vous demande, sauf que vous n'aimez pas lire les documents et que souvent vous n'allez pas jusqu'à la lecture des documents. Mais le document, encore une fois, c'est un cadeau, c'est des points donnés. Donc elle nous dit, voilà, c'est écrit ça, paf, la SCA, qu'est-ce que c'est? Bing, bing, ça fait gagner des points. Donc, vous voyez, ça, c'est une bonne copie pour toutes les raisons qu'on vient d'exposer, que je viens d'exposer et que je viens de vous montrer. Voilà pour cette copie que je voulais partager avec vous. Rapidement sur les conseils toujours. Donc, on a dit question de cours, cas pratique ou situation pratique et commentaires. Comment est-ce qu'on fait pour les questions de cours? Alors, les questions de cours, elles sont évidemment incluses dans les cas pratiques. Mais voilà, ça va être une petite question. On a eu une, par exemple, il y a 2 ans, je crois, sur la coopérative. Pourquoi la coopérative répond de l'économie sociale solidaire? Eh ben, j'essaye de comprendre la question.
Je délimite mon sujet, je réponds avec mes connaissances. Souvent, on vous dit que la méthodologie du cas pratique n'est pas exigée pour ce type de questions. Eh ben, je réponds avec ce que j'ai. Quelles sont les conditions à respecter pour transformer une SA en une autre forme? Eh ben, j'utilise mes règles de la SA, paf, je réponds, et après, je vois qu'il y a plusieurs autres formes possibles. Ça va dépendre des situations. Donc voilà, ça, c'est de la question de cours. Bah, j'ai la réponse, j'ai pas la réponse. J'ai envie de vous dire, ça va être difficile de faire mieux que j'ai ou je n'ai pas la réponse, mais il faut structurer cette réponse. Situation pratique, c'est donc l'essentiel de ce que vous avez. C'est là où il faut être très attentif, bien lire l'intégralité du sujet, y compris les annexes. Les annexes, c'est des points cadeaux. Je vous expliquerai juste après comment gagner ces points, comment obtenir ces points. Et encore une fois, je pense sincèrement que, on va viser une très bonne note, mais on sait qu'il y a une dizaine de points qui sont faciles à obtenir sur des questions qui sont redondantes et lorsqu'on utilise les annexes qui voilà, vous permettent de répondre. On utilise ce syllogisme, on l'a vu. On vérifie que la méthodologie du cas pratique est exigée et on répond règles de droit à application. Pourquoi? Un prof de droit, ça ne sait pas lire autrement que règles de droit à application. N'essayez pas, et je le vois dans la copie, n'essayez pas de faire autrement. On ne sait pas lire. Moi, je vous dis, je ne sais pas lire sans règles de droit à application. Et ce n'est pas un mauvais état d'esprit, c'est que quand ça fait 20 ans que vous faites que ça, règles de droit à application, vous ne savez faire que ça. Donc, dites-vous bien que les personnes qui vous corrigent vont être dans cette même situation. C'est très compliqué. Deuxième raison, si on veut avoir un bon raisonnement, on a besoin de passer par cette règle de droit et cette application. Sinon, on risque de faire l'impasse sur des éléments de raisonnement essentiels. Et donc, c'est très important de respecter règles de droit, application. Exemple de situation, on va le voir juste après ça aussi. Monsieur X avait-il le pouvoir de passer cet acte? C'est ce qu'on a vu dans notre copie. Le pouvoir des dirigeants, eh bien, selon la forme, risque limité, risque illimité. Est-ce qu'il a le pouvoir? Eh bien, on va dire le président, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, dans les rapports avec les tiers, papapap, dans les rapports entre associés, papapap, et ensuite en l'espèce. Facile, c'est voilà, évidemment qu'il faut connaître la règle, mais une fois qu'on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, elle va rentrer. Autre point d'ailleurs, n'essayez pas d'apprendre par cœur des règles de droit, ça ne sert à rien. Si vous les apprenez pour les apprendre, ça ne sert à rien. Il faut se mettre dans les situations pratiques, les voir, les revoir, les re-revoir, et c'est ce qui vous permettra, bien sûr, de vous en sortir. Ensuite, voilà, le gérant de SARL souhaite déplacer le siège social dans une autre ville. Peut-il le faire de sa propre initiative? Ici, la question qu'on pose, c'est évidemment qui a le pouvoir de déplacer le siège social. Donc, dans votre tête, vous vous dites, parce que vous avez très bien révisé, que le siège social, c'est une modification statutaire qui en devrait donc entraîner un vote de l'Assemblée générale extraordinaire, modification des statuts. Mais on sait qu'en SARL, il y a une petite disposition qui permet de déplacer le siège social, du moins sur le territoire français, sans avoir à passer par l'Assemblée générale, sauf bien sûr à ratifier postérieurement. Mais le gérant peut le faire par une propre décision, par sa propre décision. Ensuite, la question, la situation, la signature de ce contrat, pardon, nécessite-t-elle la mise en place d'une procédure particulière? Quand on vous dit procédure particulière, procédure, est-ce que c'était la bonne procédure? Est-ce que c'était comme ça qu'il fallait approuver? C'est qu'on vous parle de convention ou convention réglementée. Donc oui, ici, j'utilise la procédure des conventions réglementées. Alors, ça peut ne pas être ça, mais normalement, les mots doivent appeler des choses. Est-ce que la société est engagée? Ça appelle les pouvoirs du dirigeant. Donc, bien faire des exercices pour comprendre que les mots appellent toujours les mêmes réponses. Ça, c'est pour les situations pratiques. Ensuite, les documents. Bah, les documents, je les utilise. Est-ce que j'ai des statuts? Est-ce que j'ai un extrait cabis? Est-ce que j'ai un avis de constitution? Est-ce que j'ai un article de presse? Et surtout, le Graal, est-ce que j'ai une décision de justice? Par exemple, si j'ai une décision de justice en droit pénal, eh bien souvent, elle va me donner l'élément légal, puisque je vais avoir l'article qui est concerné. Elle va me donner l'élément matériel, parce que j'aurai peut-être un visa de la Cour de cassation qui va me dire que l'abus de biens sociaux, c'est ta, 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 en élément matériel. Et j'aurai probablement une situation proche de celle qui est énoncée dans le cas pratique que vous avez. Et donc, ces documents sont là pour vous aider. Je sais que 80% des étudiants font l'impasse de la lecture en se disant, oh là là, la décision de justice, je ne sais pas la lire.
Alors nous, on a pris une décision de justice, hein, ça se lit en 4-5 lignes. En règle générale, avec les 4-5 lignes utiles, on a les éléments qu'il nous faut. Alors, ce n'est pas 100% des cas, mais c'est 95% des cas, voire 99% des cas. D'une manière générale, je repère le titre du document, je le situe dans le programme, j'analyse bien le contenu, j'essaye de comprendre ce qu'on me demande. Je fais référence bien sûr à mes connaissances, je vois voilà, où est-ce que je suis exactement en termes de connaissances et je commande de manière structurée. Donc, j'utilise ça pour répondre en général à mes questions de droit. C'est rare qu'on attende de vous qu'un commentaire, bien que par exemple dans notre transformation à SCA, le document servait aussi de mémoire à faire le petit schéma voilà, sur la structure de la SCA. Donc ça, le document, encore une fois, c'est un cadeau, c'est des points donnés. Donc, attention, rappelez-vous, avant 2019, on est sur des attendus de la Cour de cassation. Donc, c'est pas la même manière de lire l'arrêt qu'après 2019 où j'ai la solution de la Cour. Alors, on préfère pas. Mais voilà, si j'ai une décision de justice, elle est utile. Il peut y avoir des cas, c'est très rare, où on vous demande d'analyser la décision avec les faits, la procédure, les prétentions, le problème du droit, la solution. Ça arrive. C'est arrivé certaines années. Bon, dans ce cas-là, évidemment, il faut savoir repérer tout ça. C'est des choses qu'on a pu apprendre. Comment est-ce qu'on repère pour bien lire un arrêt de jurisprudence et ressortir les faits. C'est bien sûr, tout ça est généralement organisé de la même manière. Donc, j'utilise cet arrêt et j'essaye. Je ne me dis pas, j'ai rien compris. Voilà, j'essaye. Il n'y a pas de raison que ce soit pas lisible. Comment est-ce qu'on révise? On révise pas en apprenant son cours. Ça sert à rien. On fait des cas pratiques, on refait des cas pratiques et on analyse les points de cours afférents à chaque cas pratique. Quitte à faire ces cas pratiques avec mon cours si j'ai besoin, mais le but, c'est de retenir parce que je fais des cas pratiques. Important d'arriver le jour J avec de la fraîcheur intellectuelle. Qu'est-ce que j'appelle la fraîcheur intellectuelle? Bah, on évite d'arriver fatigué en ayant travaillé toute la nuit. Ça fait 3 semaines qu'on travaille nuit et jour. Non. Et c'est pas grave si 3 jours avant l'examen, on se fait une soirée sympa parce que, alors je dis pas une soirée à passer la nuit dehors, je dis une soirée sympa où ça fait du bien, où on s'oxygène un peu. Réviser, c'est bien. Maintenant, réviser comme des fous furieux toute la nuit, 3 semaines avant, ça n'a aucun intérêt. Très important, en droit, on vous demande de rédiger. C'est important de garder cette fraîcheur intellectuelle. De toute façon, c'est pas la veille que vous allez apprendre tout un cours de droit, hein. Ça, c'est un travail qui se fait sur l'année. Donc voilà, là, ce qu'on peut faire aujourd'hui au stade où on est, c'est refaire des cas pratiques et arriver de manière fraîche. Voilà pour les conseils. Alors, on va passer au pronostic. Avant ça, on va faire une petite analyse des sujets précédents. Ce qui importe ici, parce que j'entends beaucoup d'étudiants me dire, moi, si j'ai 10, je suis content. Quand on vise le 10 d'expérience, on a 5. On a 6, on a 7, on n'a pas 10. On vise 20 en fait. Dans la vie, c'est... Bon, moi, je suis un peu binaire, c'est 0 ou 20. On vise pas 10. On vise 20. On n'a peut-être pas 20, mais on a 7,75 comme la jeune demoiselle dont on a lu la copie tout à l'heure. Donc on vise pas 10 parce que si on vise 10, on n'a pas 10. Ça, c'est sûr. Donc ça, voilà, rentrez-vous dans la tête. J'essaye d'avoir le max, le max, le max et je me bats pour ça et pas pour avoir 10. Alors, pourquoi je voulais analyser les, les précédents? Hop, je vous ai sorti tout ça. Pourquoi? On va déjà prendre le sujet de l'année 2020. Alors, j'ai pris tout ça, bien sûr, sur le type de Fishben. Donc, vous pouvez faire comme moi, prendre les sujets, prendre les corriger et regarder ce qu'on vous propose de la même manière et surtout refaire les exercices. Sujet de l'année 2020. Première question posée, une des premières. Expliquer l'étendue des pouvoirs exercés. Donc là, on est dans les pouvoirs du dirigeant. Alors ici, on en avait probablement un DG, un président, donc ça va un peu plus loin que ça. Mais on attend quoi? La réponse sur l'étendue des pouvoirs. L'étendue des pouvoirs, vous savez qu'il y a deux réponses possibles. Je suis en société à risque limité ou en société à risque illimité. Je prends bien le dirigeant. Je peux avoir des notions de co-gérant ou de coprésident quand ça arrive. Mais ici, je suis dans la règle que j'énonce depuis tout à l'heure. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, dans les rapports avec les tiers, dans les rapports avec les associés. Question qu'on va voir qui retombe quasiment tous les ans. En 2022, on va voir que cette question de l'étendue des pouvoirs, on va
la retrouver quelque part. Alors, pas dans le premier, mais dans le deuxième. Ici, déterminer si la société est engagée par la commande. Si elle est engagée par la commande, c'est les pouvoirs. Société est-elle engagée? C'est les pouvoirs du dirigeant. C'est exactement la même question, sauf que là, j'ai une gérance potentielle puisqu'on parle de l'opposition de quelqu'un d'autre qui est forcément la co-gérante. On retrouve ça dans le sujet de 2023. Et donc ici, même chose, vous avez vu, hein, je vous ai dit à chaque fois, extrait de statut, arrêt de la Cour de cassation, quelques courriers, un petit mandat, bref, des petites choses basiques. Donc toujours un petit arrêt qui nous aide à avoir des éléments. Ici, je vais retrouver pareil. Qui pouvait conclure sans risque la maintenance informatique de mémoire, c'est des conventions réglementées. Donc on est aussi dans quelque part les pouvoirs, mais surtout les conventions réglementées. Est-ce qu'on avait ici la procédure à suivre? Là, on sait que c'est un apport. Donc, quand je dis procédure à suivre, c'est le commissaire aux apports. Alors, ici, est-ce que j'avais des pouvoirs de dirigeant? Non, ici, j'avais de la convention réglementée. OK, ça, c'est pas en 2023. Et en 2024, je vous l'ai montré, on avait encore la question des pouvoirs. Donc, question qui tombe quasiment tous les ans, celle des pouvoirs. Et ici, comment était posée la question? Déterminer si la SS est engagée par le contrat. Donc, vous voyez ici, est-ce qu'elle est engagée par le contrat? Bah, c'est toujours la même manière de poser la question. Est-ce qu'il a le pouvoir? Est-ce qu'elle est engagée? Est-ce que Julien doit respecter une procédure, convention réglementée? Donc ici, je vous ai déjà montré deux sujets où j'avais des conventions réglementées. On va continuer sur cette lancée. On vous parle d'abus de biens sociaux. On a d'autres sujets où on avait les abus de biens sociaux, où on retrouvait la même chose. Euh, Tac. En tout cas, on a toujours une question qui est une question de droit pénal. Paf, 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 cessation des paiements. Donc là, on avait la particularité d'avoir des procédures collectives. On n'a pas seulement celle-là, pardon. Tac. Voilà, par exemple, si je prends le sujet de 2020, est-ce que ici j'ai un petit abus de biens sociaux? Voilà. Repérer, nommer les éléments constitutifs de l'infraction à l'origine des poursuites engagées par le procureur. Peut-être que c'était de l'ABS ou je crois que c'était de l'ABS, mais peu importe. En tout cas, ici, pareil, j'ai une infraction de droit pénal. Donc, en fait, on a des questions qui sont redondantes. Souvent, quand j'ai les pouvoirs, j'ai derrière la responsabilité, éventuellement la révocation du dirigeant. Moi, je vous dis ça justement pour en venir à cette histoire de pronostic. Alors, bien sûr, je peux vous faire des pronostics sur qu'est-ce qui va tomber. Bon. L'année dernière, j'avais dit SA, SAS, transformation. C'est tombé SAS, SAS, transformation. C'est toujours évidemment très délicat. Alors, l'ASA n'est pas tombée depuis longtemps. On ne va pas se voiler la face. Mais en même temps, est-ce qu'elle n'est pas tombée depuis longtemps parce que potentiellement, c'est un choix, peut-être. Bon, peut-être qu'on aura de la SA quand même. La SNC n'est pas tombée depuis longtemps et c'est une société assez, voilà, assez particulière, responsabilité illimitée, donc avec des choses particulières. Et finalement, peu de questions à poser dessus en tout cas, mais toujours des questions qui reviennent. Donc voilà, sur les grosses formes de société, délicat, mais qu'on soit dans de la SA ou de la SARL par exemple, si j'ai les pouvoirs du dirigeant, je retrouve la même chose. La règle de droit est la même. Les conventions réglementées, la règle de droit est quasiment la même. Donc ça, vous savez y répondre, quelle que soit la grosse forme. Donc ça, c'est pour nos grosses formes. Maintenant, si on vient sur les petites formes, qu'est-ce qui n'est pas tombé depuis longtemps? L'association. Pourquoi pas une question sur l'association? Un an sur deux, il y a les procédures collectives. Donc, procédure collective, peut-être plus aux alentours du redressement ou de la liquidation. Mais en tout cas, procédure collective, pareil, c'est relativement simple. Les questions, en général, c'est quelle est la situation dans laquelle on est? Est-ce qu'on est en cessation des paiements, autrement dit? Donc, une fois que je connais la cessation des paiements, les quatre procédures et globalement comment elles fonctionnent, c'est très facile de répondre. Donc, voilà, en termes de pronostic, évidemment qu'il y a les grosses formes de société. Et après, s'il y a de l'association, ça va être quelques points, ou de la SCOP, mais ce serait plutôt de l'association, parce que la SCOP est tombée il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans ou 3 ans de mémoire. Et on a très souvent, ça c'est un an sur deux, une petite transformation. Et pareil, la transformation, globalement, les règles sont souvent les mêmes, à savoir que il faut voir quelle est la forme de société dans laquelle on transforme. Quand je transforme en SAS, c'est toujours l'unanimité. Quand je transforme en SNC, société à risque particulièrement
important, ce sera toujours l'unanimité. Donc, il y a des choses que vous connaissez et que vous pouvez connaître. Comment est-ce que justement je prépare ça? Eh bien, je prépare ça notamment en révisant bien, et je reviens sur ce que je disais du coup au début, la partie générale, parce qu'en fait, la partie commune à toutes les sociétés, eh ben, cette partie-là, elle est importante puisque, en fait, elle vous aide sur la plupart des règles de droit, que ce soit les conventions, les commissaires aux comptes, les pouvoirs, les responsabilités. Et ça, c'est des règles qui reviennent tout le temps, juste en fonction de la responsabilité limitée ou illimitée de la société. Ça va varier un tout petit peu pour tenir compte justement de cette responsabilité. Donc c'est comme ça qu'il faut réviser. Et deuxième manière de réviser, c'est justement sur chaque chapitre, se dire quelles sont les questions de droit qui sont posées et évidemment, je ne vais pas pouvoir répondre, mais quelle est la règle de droit associée? Question de droit, règle de droit. Donc, il faut penser en question de droit, règle de droit. Se dire que le droit, c'est pas de l'apprentissage par cœur, mais c'est vraiment de la mécanique. Donc, c'est important, en fait, de mécaniser le process. Et, encore une fois, assez facile d'avoir 10 points. Pourquoi? Je vous ai montré qu'il y avait toujours une question sur les pouvoirs, très régulièrement la responsabilité, du droit pénal. Et donc ici, droit pénal, c'est à peu près 2 ou 3 points. Je réponds toujours de la même manière, élément légal, élément matériel, élément moral. Une fois que j'ai fait ça, ben, je ne peux pas ne pas avoir les points. Élément légal, je vous rappelle, est-ce que c'est dans le code de commerce ou dans le code pénal? Bah, est-ce que c'est une infraction du droit commercial, droit spécial des sociétés, ou est-ce que c'est une infraction classique du droit pénal, tout simplement? Si c'est du pénal classique, escroquerie, droit pénal, abus de biens sociaux, code de commerce. Donc, dans un cas, je suis dans le code pénal, dans l'autre, je suis dans le code de commerce. Donc, j'ai déjà mon élément légal. Et puis, parfois, j'ai une jurisprudence qui aide. Élément matériel, eh ben, vous reprenez dans les faits ce qui matérialise l'infraction, ça va vous aider. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, mais déjà vous avez essayé. Et l'élément intentionnel, c'est toujours la même chose. La mauvaise foi, sciemment, volontairement, intentionnellement. En tout cas, je l'ai fait en connaissance de cause. Et après, j'applique. Donc ça, c'est des points, c'est 3 points de gagner sur quasiment toutes les copies tous les ans. Les pouvoirs, c'est encore 2, 3 points de gagner sur toutes les copies tous les ans. Ça fait déjà 6 points. La responsabilité, très souvent. Une convention réglementée, très souvent. Les 10 points, je les ai facilement. Je vous ai montré chaque sujet des années précédentes avait ça. Donc ça, évidemment, ça va varier en fonction de la forme de société, mais la réalité, c'est que c'est la même chose pour toutes les sociétés à risque limité, c'est la même chose pour toutes les sociétés à risque illimité. Donc la règle de droit, elle est facile à apprendre, et une fois qu'on la connaît, bah, ça marche pour toutes les formes. Donc peu importe ici de se dire si je tombe sur une SA, une SARL, voilà. Après, les questions plus difficiles, entre guillemets, qui nécessitent des apprentissages, mais là encore, c'est de l'entraînement. Bien sûr, c'est les questions voilà, de cooptation, cumul des mandats en SA. Bien sûr qu'il y a des particularités, mais là encore, c'est pas forcément compliqué. Là, après, bien sûr, voilà, c'est difficile de vous dire ça va tomber sur ça, ça. Dernier point que je vous invite à réaliser quand même, ça fait un moment qu'on l'a pas eu et voilà, ça, bon voilà, on ne sait pas trop. C'est tout ce qui touche à la formation. Autrement dit, les actes passés par la société en cours de formation. Souvent, on laisse un peu ça de côté. Euh, bon, moi, c'est un sujet que j'aime bien. Donc ça aussi, voilà, ayez quand même ça en tête parce que pour le coup, on sait pas et si on l'a pas vu, bah, on n'arrivera pas à répondre. Et ça va un peu, ça peut vous générer du stress de ne pas gérer le départ de la constitution. Donc voilà. Voilà pour les points que je voulais aborder avec vous en termes de pronostic. Pour conclure, et après je laisserai la place à toutes vos questions si vous en avez, prenez le temps de lire, bien sûr. Essentiel, lisez ces documents parce que voilà, faut lire. Et croyez en vous et en ce que vous êtes. Parce que quand j'arrive à l'examen, mais en fait, je fais le max, quoi. Je donne, vous êtes là 3 heures, prenez vos 3 heures. Arrêtez de sortir au bout d'une heure en vous disant, ah là, là, c'est trop dur, c'est trop dur. Vous avez travaillé toute l'année, vous n'avez pas envie de revenir l'année prochaine. On donne le max. Voilà, je finirai ma conclusion tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Les notions abordées dans les chapitres relatifs aux associations sont importantes à maîtriser pour l'épreuve. Bah ouais, parce que je vous ai dit, pourquoi pas une petite association cette année, ça fait longtemps. Donc oui, c'est important. C'est important. Maintenant, l'association, c'est pas compliqué, hein. C'est pareil, j'ai un président, je suis dans l'économie sociale solidaire.
Donc voilà, l'association, c'est pas très compliqué. Mais oui, il faut maîtriser les notions quand même. Commentaire du document, c'est juste une question. Oui, pardon, d'ailleurs, dans les points gagnés, il y a les documents. Alors, commentaire de document, ça peut être une question de cours sur un document, ça peut être l'utilisation d'une jurisprudence pour répondre à une question. Par exemple, on avait l'année dernière la révocation ad nutum. Bah, en fait, dans le document, dans la jurisprudence, on expliquait que telle personne avait été révoquée pour telle et telle raison. Donc, en fait, le document va vous servir et j'utilise la jurisprudence. Je vais dire, la jurisprudence de la Cour de cassation en date du temps dit que papa, papa, papa. J'utilise cette jurisprudence. Et là encore, dans les 10 points que je vous ai annoncés tout à l'heure, vous avez forcément un ou deux documents, les questions s'appuient dessus, c'est 3 points de gagné, 3, 4 points de gagné. Faut-il poser le problème de droit? Non, pas besoin de poser le problème de droit. Vous avez vu la copie que je vous ai montrée. Elle met règle de droit en l'espèce. Donc vraiment, juste écrivez ça. Règle de droit en l'espèce. Conclusion, c'est pas une obligation. C'est toujours bien de répondre à la question en conclusion, mais c'est pas une obligation. L'obligation, règle de droit en l'espèce. Ou règle de droit, et si vous voulez écrire application au cas, vous pouvez faire ça aussi. Règle de droit, application au cas. Est-ce que vous avez d'autres questions? En résumé, les pronostics, c'est CSA, ASSO, SNC, pénal, liquidation, redressement, ouais. Alors, ouais, SA, SARL. J'avoue, délicat. Mais oui, c'est des pronostics. Après, encore une fois, hein, les pronostics, vous avez compris que je suis pas devant. Une petite transformation, c'est toujours sympa, une petite transformation. Mais oui, ouais, c'est ça, les pronostics, Shaima. Mais encore une fois, enfin, en fait, si vous connaissez bien les règles de droit commun, vous répondez à tout. Donc, mes pronostics, c'est les règles de droit commun. Et puis voilà, peut-être une petite question de formation, des actes en cours de formation. Un conseil pour quelqu'un qui a du mal. Mais alors moi, je n'ai jamais rien appris par cœur, donc j'ai envie de vous dire, n'apprenez pas par cœur, faites, refaites et re-refaites les annales que vous avez sur le site de Fishben en libre accès. Vous faites, vous faites, vous faites. Si déjà vous avez fait toutes les annales, on est bien. Mais ça, c'est pas du par cœur. Enfin, c'est les questions, elles reviennent tout le temps. Ça va rentrer en fait. Ça va rentrer tout seul. C'est pas apprendre par cœur, apprendre. Mais voilà, pour vous rassurer, j'ai fait quelques années de droit et j'ai jamais rien appris par cœur. Et le conseil, c'est de comprendre aussi. Si vous comprenez pas, c'est compliqué. Si c'est la SA qui tombe, c'est plus moniste ou dualiste. Honnêtement, je tentais de dire plus moniste, mais la réalité, c'est que ça change rien parce que les règles sont les mêmes. Il y a quelques petites exceptions dans la dualité, des petites choses qui varient, mais de l'ordre de deux exceptions. Donc voilà, il y a enfin, c'est la même chose quoi. C'est la même chose. Voilà, la dualiste, elle a deux exceptions différentes à la moniste. SEL, GIE, Société Agricole, ouais, faut s'y attarder pour quelques points. C'est-à-dire que GIE, ça peut tomber autant que l'association. Voilà, pour moi, c'est du 3, 4 points ces sujets-là. SEL, GIE, la Société Agricole, c'est tombé une fois, mais pareil, c'était des questions assez vastes. Faites-vous des tableaux. Faites-vous des tableaux, société par société, et voilà, vous aurez quelques points, vous allez comprendre. Mais là encore, c'est toujours la question, c'est n'apprenez pas, essayez de comprendre, et ça va vous aider si vous avez des questions sur ça. Est-ce que je peux lister une dernière fois les points permettant d'atteindre les 10 points? Oui, bien sûr. Mais visez pas 10, hein. Je veux bien lister les points, mais arrêtez de viser le 10. Alors, les points, je répète, vous avez des documents. Vous lisez les documents et vous répondez sur la base des documents. C'est déjà 3, 4 points de gagné en général, parfois jusqu'à 6 points. Vous avez souvent une question de droit pénal. Vous répondez bien élément légal, élément matériel, élément moral en les expliquant et en mettant l'application. C'est 2, 3 points. Ensuite, vous avez très régulièrement une question de pouvoir ou une question de responsabilité, voire les deux, une question de révocation ou d'engagement de la responsabilité du dirigeant. Là encore, c'est 3, 4 points de gagné. Donc là, vous êtes déjà à 10. Éventuellement, une petite convention réglementée, c'est un 12. Ah, en fait, c'est les questions, elles reviennent tout le temps, c'est tout le temps les mêmes sujets. Après, voilà, c'est la forme qui varie, mais de la SARL ou la SA, ou de la SARL à la SAS,
Dans un cas, c'est le gérant a les pouvoirs les plus étendus, dans l'autre cas, c'est le président a les pouvoirs les plus étendus, et dans le dernier cas, c'est le DG a les pouvoirs les plus étendus. La seule qui est différente, c'est la SNC, puisque je vous rappelle que dans la SNC, en cas de dépassement de l'objet social, la société n'est pas engagée. Pour vous donner une petite astuce de retenue, c'est que on considère que c'est au tiers de lire l'objet social. Bien sûr, il ne faut pas écrire ça dans vos copies, c'est pour vous aider. Donc le tiers, en fait, il va se retrouver à ce que la société ne soit pas engagée si on dépasse l'objet social. Voilà pour le rappel des 10 points. Mais visez pas 10, ça ne marchera pas. Et bien sûr, toujours cette application de la méthode, règle de droit, application, règle de droit, application, je saute des lignes, je fais une copie propre. Quoi, différentes manières d'engager la responsabilité du dirigeant par les associés. Alors, responsabilité, on parle de responsabilité civile, donc je réponds toujours de la même manière. Responsabilité civile, c'est dommage que vous n'ayez pas été là chez Fishben pour suivre les intensives. On a beaucoup travaillé ça. Responsabilité civile, c'est donc une faute, un préjudice, un lien de causalité, c'est la première chose à dire. Et ensuite, la responsabilité, bien sûr, donc il faut prouver tout ça, hein, faute, préjudice, lien de causalité. Quand les associés engagent la responsabilité civile du dirigeant, ils l'engagent ut singuli, ut singuli, lorsque c'est pour le compte de la société. Action ut singuli, donc c'est les associés qui engagent la responsabilité du dirigeant pour le compte de la société. Ut universi, c'est les nouveaux dirigeants qui engagent la responsabilité des anciens dirigeants ou de l'ancien dirigeant pour le compte de la société. Et enfin, la dernière, c'est si les associés ont un préjudice, enfin la dernière, l'avant-dernière, un préjudice personnel distinct, eh bien, ils peuvent aller chercher la responsabilité du dirigeant pour leur propre compte. Cette fois-ci, c'est pas pour la société. Et il reste des tiers où il faut prouver la faute séparable, faute d'une particulière gravité, pour pouvoir engager la responsabilité du dirigeant. Est-ce qu'on peut être valorisé si on met les faits, le problème juridique? Non, c'est inutile, vous perdez du temps. C'est ça, c'est pour vous. Les faits, le problème juridique, c'est si ça vous aide à rematérialiser. Mais parfois, quand vous faites ça, donc en fait, pour vous, comprendre le problème juridique, c'est essentiel. Le noter sur la copie, ça sert à rien. Et surtout, ça peut embrouiller la situation. Donc, non, il faut comprendre le problème juridique. Savoir ce qu'on attend de vous au travers de la question. Président de la SA est révocable ad notum, pas le DG que pour juste motif. PDG ad notum ou pas, comme il a dit. Alors, très très bonne question, Romain. Là aussi, il aurait fallu être là dans les intensives. Le président de la SA, il est révocable ad notum parce qu'il est président du conseil d'administration et les membres du conseil d'administration sont des administrateurs révocables ad notum. Donc le président avec. Le DG est révocable pour juste motif quand, en effet, notamment, c'est un DG tiers ou un DG, en tout cas, qui n'est pas administrateur. Et pourquoi le PDG ad nutum? Bah, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas s'embêter à essayer de trouver un juste motif. Quand on ne dissocie pas les fonctions de président et de DG, eh bien, révoquer le président fait que d'emblée, ça va tomber le directeur général avec. Et donc, en effet, on va plutôt lui faire perdre sa qualité d'administrateur pour qu'il perde sa qualité de président et de DG. Parce que du coup, il a les deux titres. Quand c'est séparé, c'est différent. Pour la partie arrêt, est-ce qu'il faut aussi rédiger avec la méthode du cas pratique? Alors, la partie arrêt, si la question c'est de commenter un arrêt, ce qui arrive assez rarement, mais qui peut arriver, vous suivez ce qu'on vous dit, fait, procédure, prétention d'éparchie, réponse de la cour d'appel, réponse de la cour de cassation. Je vois bien si c'est un arrêt de rejet ou de cassation. Voilà. Si c'est utiliser l'arrêt pour répondre à un cas, juste, je vais dire, conformément à l'arrêt rendu par la Cour de casse, et ça, c'est votre règle de droit, en fait. Il faut savoir que la jurisprudence, vous l'avez vu en début d'année dans l'introduction, la jurisprudence, elle fait le droit. Alors que, bien sûr, elle applique la loi, mais la jurisprudence, c'est aussi la règle de droit. Donc, vous l'utilisez comme une règle de droit. Donc, oui, vous rédigez, dans ce cas-là, si c'est dans une question, oui, vous rédigez comme ça. La dissolution, est-ce que ça tombe? Bah, figurez-vous que c'est tombé en DSCG l'année dernière et tout le monde était très surpris. Donc oui, la dissolution, ça tombe. Dissolution plus liquidation, je vous rappelle, hein, ça c'est quand c'est volontaire, c'est anticipé. Ça peut tomber par exemple sur la SNC. Le décès du gérant est une cause de dissolution de la SNC, sauf cause de continuation euh, ou décision de l'Assemblée de continuer malgré le décès.
Attention à la durée de la société aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi vous me dites attention à la durée, mais je vous crois. Par rapport à quoi, je ne sais pas. Faut préciser attention à la durée. L'association est tombée en DEC, probablement. J'ai pas regardé ce qui était tombé en DEC. Mais l'association, c'est aussi tombé en DSCG il y a 2 ans. Je sais pas, en ce moment, l'association, ça plaît. J'ai pas compris votre histoire sur la durée de la société. Enfin, je sais pas ce que vous voulez dire. Peut-être par rapport à la fin de la société. Mais en effet, de toute façon, c'est une cause de dissolution, la durée. Quand on arrive au bout et qu'on n'a pas prorogé, je vous rappelle. Est-ce qu'il est utile de connaître Oui, bien sûr. Alors, les anciennes règles de quorum, vous voulez bien sûr parler des anciennes règles de quorum pour la SARL. Alors oui, et dans ce cas-là, va vous le rédiger de la manière suivante. On va vous dire que la SARL a été constituée, bien sûr, avant 2005 et que les statuts sont restés inchangés depuis et que les statuts sont conformes à la loi. Et dans ce cas-là, c'est que vous êtes sous les anciennes règles de quorum. Savoir faire une fiche d'arrêt, non, c'est pas au programme. C'est pas vraiment une fiche d'arrêt. Ce qu'on va vous demander, c'est plutôt les faits, les prétentions. Donc, il faut savoir lire un arrêt. Vous avez de très bonnes vidéos comme ça sur ça sur YouTube. Moi, j'apprends moi à mes étudiants à lire les arrêts. C'est vraiment essentiel parce qu'en fait, vous avez trois, quatre points qui correspondent très souvent à de la lecture d'arrêt. Comment réussir à comprendre? Il aurait fallu être là. Et en fait, comprendre les arrêts, alors je ne peux pas vous le montrer maintenant. Juste en fait, comment on lit un arrêt de cour de cassation en tout cas. Donc, vous avez les arrêts avant 2019, après 2019. Avant 2019, c'est des attendus. Après 2019, vous avez les faits, la procédure, la réponse de la Cour, bref, les prétentions, la réponse de la Cour. Donc après 2019, je vais directement à la réponse de la Cour et je regarde ce que ça dit. Si avec ça, j'ai compris, tout va bien. Si j'ai pas compris, c'est qu'il va falloir lire le reste. Donc vous avez en général 4, 5 lignes à lire. Avant ça, la première chose que je fais, c'est que je regarde si c'est un arrêt de cassation ou de rejet. Arrêt de cassation, je vous rappelle que la Cour de cassation n'est pas d'accord avec la Cour d'appel. Arrêt de rejet, elles sont d'accord. Et donc, c'est un peu plus facile de comprendre qui dit quoi, puisqu'elles disent la même chose. C'était avant 2019. En général, ma solution, alors je peux avoir un visa qui m'aide à comprendre sur quel article je suis. Et ensuite, ma solution est dans les 4, 5, 6, 7 dernières lignes de l'arrêt. Donc, en fait, je commence par voir là encore, est-ce que c'est un arrêt de rejet, un arrêt de Cour de cassation? Et ensuite, je vais lire les 5, 6 dernières lignes. Si avec ça, j'ai pas compris, c'est qu'il faut remonter et relire davantage. Mais voilà, l'idée pour gagner du temps, c'est ça. Un arrêt, les 98% des arrêts, les 5 dernières lignes vous suffisent. Est-ce qu'on a plus de points sur la règle de droit ou l'application? C'est pareil. En fait, de toute façon, si vous n'avez pas la règle de droit, vous n'aurez pas l'application. Et éventuellement, si vous avez la règle de droit, vous n'aurez peut-être pas l'application parce que vous aurez mal appliqué, mais vous aurez des points pour la règle de droit. Une chose est sûre, c'est que si vous ne pourrez pas avoir l'application sans la règle de droit, manifestement, ça risque d'être compliqué. Donc, plus de points, franchement, ça peut même varier en fonction du correcteur. Il y a pas, on attribue des points par question, mais pas forcément par rapport à cette réussite à la règle de droit ou à l'application. Une fois une société hors du délai est tombée et les actes n'étaient pas passés valablement. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, si la société est censée être dissoute, oui, ça peut. Oui, il faut faire attention à ça, bien sûr. Et on vous le dit, en fait, dans ce cas-là, les faits vous le disent. Mais oui, ça peut. Alors après, si on proroge dans le temps quand même, etc., en fait, ça va revalider tout ça. Le quorum, est-ce que ça tombe ou il demande juste les règles de majorité? Bien sûr, le quorum, ça tombe. Mais s'il faut et le quorum et la majorité, les deux tombent. De toute façon, il faut mettre les deux. Quand j'ai des règles de tête et de voix, je mets les têtes et les voix. Quand j'ai des règles de quorum et de majorité, je mets quorum et majorité, bien sûr. Attention, dans la SA, confondez pas les règles de quorum et de majorité du conseil d'administration et les règles de quorum et de majorité de l'Assemblée générale. Ça aussi, c'est un petit classique. Vous aimez bien les confondre. Faites attention. Si c'est le conseil d'administration qui vote, je vais dans les règles du conseil d'administration. Et attention, alors, si jamais la SAS devait retomber, je rappelle qu'on a un arrêt du 15 novembre 2024 qui est venu dire en SAS, on ne peut pas avoir moins de 50% pour la règle de majorité, parce que sinon, dans l'édition collective, on n'aurait pas cette notion de décision collective. Donc faites attention à ça si jamais ça devait tomber. Est-ce que j'ai corrigé des épreuves? C'est ma vie, la correction. Bien sûr, on corrige beaucoup, forcément. Est-ce qu'il faudrait revoir les sociétés en commandite? Alors,
Il y a un nouveau référentiel en cours. Les commandites risquent de sortir de l'UE2 pour arriver en U1 du DSCG. Alors, sans rentrer dans les détails, mais du coup, est-ce qu'il faut revoir les sociétés en commandite? En fait, alors, il n'y a que la SCA de toute façon. Vous n'avez pas le commandite simple. Euh, et c'est tombé l'année dernière. Bon, bah, ça ne veut pas dire à 100% que ça tombera pas. Je vous rappelle que la SCA, c'est un mélange entre la SNC et la SA. Si vous connaissez la SNC, vous connaissez la SA, normalement, vous en sortez. Je vous rappelle, hein, pour la direction, la gérance, c'est de la SNC. Et pour le reste, c'est de la SA. Donc, on y trouve un conseil de surveillance et des règles de la SA pour le reste. En fonction, bien sûr, de si on est plutôt dans la partie actionnariat ou dans la partie gestion, on va appliquer les règles de la SNC ou les règles de la SA. En fait, voilà, c'est que de la logique, il n'y a pas d'apprentissage en tant que tel. Maintenant, voilà, je ne sens pas forcément les sociétés en commandite, mais je ne vais pas vous dire de pas, enfin, voilà, vous dire de pas revoir, on n'en sait rien comment est fait le sujet. Il y a des années où c'est tombé 3 fois d'affilée la SARL, donc prenez pas de risque. Maintenant, c'est sûr que si vous devez réviser et que vous êtes en retard, peut-être c'est les commandites qu'il faudra mettre de côté. En SARL, la première fois, la majorité est calculée sur les associés présents ou l'ensemble des associés. Vous parlez de l'Assemblée générale ordinaire ou de l'Assemblée générale extraordinaire? Ordinaire, je pense. Alors, je pense que vous parlez de l'ordinaire. Ordinaire, la première convocation, majorité dite absolue. Deuxième convocation, majorité relative. Autrement dit, sur la première convocation, on calcule en effet sur l'ensemble des parts sociales. C'est-à-dire qu'on considère que je dois avoir la moitié des parts sociales présentes ou représentées, mais des parts sociales, ça veut dire si j'ai 100 parts sociales, il faut que j'ai 50, enfin plus de 50 sur ces 100. En deuxième convocation, sur ces 100, j'ai que 50 qui sont là, il faudra que j'ai plus de 25. Donc voilà, d'un côté, c'est les parts sociales émises, et de l'autre côté, c'est les parts sociales présentes ou représentées. Est-ce que c'est bon, c'est clair, Claire? Est-ce- euh, je connais actuellement rien. Vous connaissez rien. Bah, qu'est-ce que je vous conseille de réviser? Rien, ça fait pas beaucoup. Réviser quoi? Peut-être plus les règles générales qui peuvent vous aider, règles générales et les grosses formes de société. Si vous connaissez vraiment rien, règles générales, SA, SARL, SNC, éventuellement SAS, mais bon. Voilà, si vous connaissez rien, règle générale, et voilà. Maintenant, c'est sûr que dès lors qu'il y a une procédure collective, vous n'y arriverez pas. Compliqué de rien connaître à 2 semaines de l'examen. Est-ce qu'il y a un corrigé type, une double correction? Oui, il y a des corrigés, il y a une double correction, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir une clause à rédiger? Oui, c'est arrivé plusieurs fois la clause à rédiger. Vous faites comme vous pouvez, mais faites-le. Souvent, en fait, vous n'avez aucun étudiant qui le fait parce que je ne sais pas rédiger. Faites-le. Moi, d'emblée, quand il y a des clauses à rédiger et que je vois que l'étudiant il essaye, je lui mets des points. Donc, faites-le. Vous avez d'autres questions? Quel schéma appelle? Oh, bah, tout, hein. Ah, les schémas, c'est tout, hein. C'est voilà, c'est des schémas de fonctionnement, des schémas de cession de parts. Voilà, par exemple, cession de parts. Est-ce que, comment se passe la session? On peut avoir un schéma à faire, on peut avoir des schémas de tout. Du coup, première convocation, il n'y a pas de quorum. En fait, c'est pas un quorum, c'est une règle de majorité. Première convocation, majorité absolue. Deuxième convocation, majorité relative. C'est pas un quorum, bien sûr. Oui, oui, c'est pas une question de présence. Pardon, je sais pas comment j'ai dit les choses, mais c'est pas une question de présence, c'est une question de vote. Donc, en fait, en première convocation, si j'ai 100 parts, il faut que j'ai plus de 50 qui votent oui. Et en deuxième convocation, si j'ai 100 parts, mais que j'en ai 50 qui sont là, il faut que j'ai plus de 25. Donc, en fond, voter.
Peu importe en fait que la moitié des parts soient pas présentes. Elles seront votées. Il n'y a pas de quorum. C'est pas un quorum, c'est une règle de majorité absolue relative. Vous avez d'autres questions? Procédure de création de la société ou procédure d'agrément ou révocation, ça tout bon. Création, en général, quand on pose des questions de création, c'est plutôt pour vous dire pourquoi est-ce qu'on créerait ça plutôt que ça. Et après, ça peut être éventuellement dire qu'il faut le CHAL, le RCS, le BODAC, voilà. Il n'y a pas grand-chose sur la création. Les agréments, oui, dans les sessions de part, ça tombe. Et la révocation, oui, ça tombe parce que ça va avec pouvoir, responsabilité, révocation. Donc oui, ça tombe. Puis c'est toujours la même règle. Le CAC peut-il tomber cette année? Bah oui, pourquoi pas. Et le CAC, c'est facile. Vous connaissez, à 10, 5, 50 la plupart du temps. Attention, il y a des petites exceptions. Société civile sur certaines, les associations selon les... ouais, il y a des petites exceptions, mais vous connaissez. Société sans personne morale. Pareil, ça peut être quelques points ou ça peut être une société qui devient sans la personnalité morale parce que elle perd sa personnalité morale. Donc oui, ça peut. Après encore, en général, ça va être deux, trois points. Bien sûr qu'il y a toujours des questions à deux, trois points qui sont possibles. Rien n'est impossible. On n'est malheureusement pas devin, sinon ce serait génial, mais ce serait tellement plus facile quand vous pouvez vous donner le sujet entier. Ben voilà, on peut, enfin, encore une fois, je pense que je vous ai montré qu'avoir 10 points, c'était pas très très compliqué, mais voilà, il faut réviser déjà au moins ça, quoi. Au moins ce que je vous ai donné sur les quelques points que vous pouvez obtenir. Et essayer de viser plus, bien sûr, toujours. Mais travailler avec de la logique, travailler ça, le droit, c'est comme les maths, enfin, voilà, c'est carré, quoi. C'est pas, faut pas essayer d'apprendre par cœur bêtement, ça marchera pas. Un résumé des thèmes à réviser, on a fait que ça, les thèmes à réviser. Encore une fois, les règles communes, les pouvoirs, la responsabilité du dirigeant, les conventions réglementées, les transformations. Bon, voilà, ça c'est les plus grosses. Bien sûr, le droit pénal uniquement pour comprendre ce qu'on attend de vous en termes de réponse et les thèmes de procédure collective. Mais bon, enfin, enfin, tout est à réviser en fait. Voilà, moi je vous ai donné ce qui pouvait être des pronostics, mais pour être prêt pour l'examen, il faut réviser tout le programme. Encore une fois, on vise 20 en fait, on n'essaie pas de viser 10 ou 8 ou 5, sinon on s'en sort pas. Là, il faut vraiment viser le max, max, max. Donc tout est à réviser. Je ne peux pas vous dire faites l'impasse sur ce thème-là. Bien sûr que les sociétés agricoles sont tombées une fois en 15 ans, quoi. Donc, si vous devez faire une impasse parce que vraiment, vraiment, vous n'allez pas réviser, ok, pourquoi pas enlever les sociétés agricoles. Mais bon, vous pouvez pas faire ça avec tout, quoi. Donc, bien sûr que la règle générale, c'est que c'est les formes principales de société qui prennent le plus de points. Voilà. Si vraiment on va faire des impasses, révisons déjà le droit commun, la SA, la SARL, la SNC, la SAS, et déjà, on est pas mal. Sachant que la SAS est bien, c'est-à-dire qu'elle ne retombera pas, mais elle est bien tombée l'année dernière. Et qu'un an sur deux, on a des pensions collectives et que c'est pas tombé l'année dernière. Ah ouais, il faut refaire les sujets d'anal. Bah déjà, si vous faites 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, c'est déjà pas mal. Sur le site de Fishben, vous avez en plus l'anal Nouvelle-Calédonie, ça vous fait un petit peu plus. Si déjà vous faites ça, c'est déjà pas mal. Il y avait un sujet zéro aussi de mémoire, donc voilà. Si c'est rien que vous faites ça, c'est déjà bien. Remontez pas trop en arrière, parce qu'après, il y a la loi Pacte, en fait, et vous risquez d'avoir des corrigés qui sont plus aussi justes. Et faites attention, juste les règles ont changé. Alors, qu'est-ce qui a changé pour l'essentiel? C'est les commissaires aux comptes. Et cette petite règle de la SAS que je vous ai donnée, une petite règle aussi sur la formation de la société, où il n'y a plus besoin nécessairement que ce soit pour le compte de la société en formation, mais il faut qu'il y ait un lien en tout cas, mais pas forcément pour le compte. Ok.
On va finir sur ça, juste pour vous dire que, bah, bien sûr, vous avez compris que la préparation Fishben est une très bonne préparation. On ressort des très bonnes notes. Donc, je vous invite pour la suite, si vous avez validé votre DCG, pour ceux que l'UE2, à qui l'UE2 permettra de valider le DCG, ben, vous avez la possibilité de préparer les yeux du DSCG l'été de l'obtention. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à rejoindre les intensives et la préparation d'une manière générale. C'est vraiment un plus, c'est des cours qu'on fait souvent le soir, donc vous avez la possibilité voilà, de venir vous connecter, de suivre en replay. Donc voilà, moi je vous invite, encore une fois, vous avez plein de profs qui sont là pour vous et qui sont choisis pour faire en sorte que vous réussissiez. Et vous avez vu que les bonnes notes vont avec. Et j'ai pas vu beaucoup de 16,75 l'année dernière en dehors de Fishben. Donc voilà, vraiment, c'est une très bonne préparation et je vous invite pour ceux qui valideront, à venir continuer et à se préparer de manière plus intensive pour le DSCG. On se retrouvera peut-être du coup sur lieu 1 pour la suite. Et voilà, vraiment, donner le max, viser le 20. Et voilà, je vous souhaite le meilleur à tous. Voilà, très bonne soirée à tous.